Bonjour Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver et merci de suivre l'information sur la Voix Sainte TV. Voici les titres de cette édition. En religion Pâques 2018, l'Église Pentecôte Saint-Feu International prie pour la restauration de la Côte d'Ivoire. En santé, célébration de la Journée mondiale de l'autisme, les populations ont été sensibilisées à cette pathologie. Enfin, en Afrique du Sud, décès de Winnie Mandela, la mère de la nation, figure de la lutte anti-apartheid. Bienvenue à tous. Les fidèles de l'église Saint-Feu International ont célébré la passion et la résurrection du Christ, une célébration marquée par une grande veille de prière le vendredi 30 mars dernier à Yopougon sur le thème Le fondement, compte rendu Ibo Marus. Pâques, symbole divin de la délivrance du peuple hébreu pris en captivité en Égypte. 430 ans, le temps de la traversée du désert, le temps vécu par le peuple choisi par Dieu pour proclamer la gloire et le témoignage du sacrifice du Fils bien-aimé Jésus-Christ pour apporter la miséricorde, le pardon et le salut à toute l'humanité. Pâques, moment choisi par les fidèles de cette congrégation évangélique, l'Église Pentecôte Saint-Feu International pour recommander la nation ivoirienne au Christ par sa résurrection, c'est-à-dire la restauration spirituelle de la Côte d'Ivoire et le réveil divin du corps du Christ. Implorer le pardon du Seigneur pour proclamer la destinée divine de la Côte d'Ivoire, c'est la vision de la ferveur entretenue toute la veillée pascale par le serviteur de Dieu, l'apôtre docteur Abouzan Patrice, fondateur de l'église Pentecôte Saint-Feu International. Pâques même, d'abord même, la signification de notre délivrance, c'est notre liberté. Vous voyez, depuis 430 ans, que les Hébreux sont restés en Égypte, malgré leurs prières, leurs cris, il n'y a pas eu de solution. Mais c'est dès le moment où la Pâque a été célébrée, c'est à partir de là que la délivrance leur a été accordée. Donc si on aura une délivrance pour la nation, si on aura une délivrance, une liberté pour la nation, c'est le bon moment qu'il faut. Voilà pourquoi nous avons choisi le thème fondement dans la période de Pâques. Pour cette veillée pascale, ils ont effectué par milliers le déplacement pour être les témoins vivants de la résurrection du Christ. Une start-up met 4,4 milliards de francs CFA à la disposition de petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, apporter une solution de financement innovante spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des PME, nous dit Martial Kwasi. Cette start-up, dotée d'un capital de 4,4 milliards de francs CFA, a pour mission de soutenir des entreprises capables de générer des impacts sociaux, économiques et environnementaux positifs au bénéfice de leurs parties prenantes. Ce fonds s'adresse aux PME à fort potentiel de croissance issus de tous les secteurs d'activité et régions de Côte d'Ivoire dont les besoins de financement se situent entre 20 à 300 millions de francs CFA. Cet appui se fera par le renforcement des fonds propres à travers une prise de participation minoritaire dans les entreprises concernées. En effet, l'ambition est de financer une cinquantaine d'entreprises, soit un rythme de 3 à 5 prises de participation par an. Pour rappel, cette start-up a contribué à créer ou à maintenir plus de 2000 emplois formels, a impacté directement ou indirectement plus de 1400 fournisseurs et favorisé le développement du capital humain. Elle compte en outre augmenter la contribution fiscale des entreprises partenaires à travers le développement de leurs activités, le renforcement de la gouvernance et la mise en place de bonnes pratiques de gestion aux standards internationaux. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest organise du 4 au 6 avril 2018 à Abuja au Nigeria un atelier régional sur l'élaboration de cadres et de structures efficaces pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le biais d'organisations à but non lucratif. Freddy Sunday.
L'atelier qui se réunira du 4 au 6 avril 2018 à Abuja, au Nigeria. Une cinquantaine de participants et experts des 15 pays de la CEDEAO vise à créer une plateforme de réflexion approfondie sur les meilleures pratiques, à établir un consensus et à encourager la coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la coopération afin de prévenir l'utilisation abusive des organisations à but non lucratif dans le financement du terrorisme. Rappelons que le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a été établi en 2000 par la Confédération des chefs d'État et de gouvernement, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent est une réponse majeure et la contribution de la CEDEAO à lutter contre le blanchiment de capitaux. Ainsi, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent est une institution spécialisée de la CEDEAO chargée du renforcement des capacités des États membres dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la sous-région. Outre les États membres, ce groupe octroie le statut d'observateur à des États africains et non africains et à des organisations intergouvernementales qui soutiennent ces objectifs et ces actions qui ont sollicité le statut d'observateur. Le lundi 2 avril 2018, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Une sensibilisation sur une pathologie qui crée un handicap psychomoteur chez les enfants. Explication Ange Sacré. Cette journée a été promulguée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2008. L'autisme est un trouble du développement humain caractérisé par les difficultés de l'apprentissage social et de la communication. Les causes de l'autisme sont entre autres les maladies contractées par la mère au cours de la grossesse, telles que le paludisme ou encore l'anémie. En Côte d'Ivoire, parents et enfants touchés par cette affection ont répondu à l'appel de l'ONG Lueur d'Espoir à Cocody, dans le district d'Abidjan, autour du thème « L'autisme n'est pas une tragédie ». L'objectif de ce rassemblement a été de sensibiliser la population sur la nécessité du dépistage précoce de cette pathologie. Parents et enfants étaient tous vêtus de bleu pour montrer leur engagement dans la lutte contre l'autisme. Pour rappel, l'autisme est un syndrome caractérisé par un repli sur soi-même, une perte de contact avec la réalité et une difficulté à communiquer avec autrui. En outre, la prise en charge doit être précoce et se situe à 3 niveaux, éducatif, pédagogique et thérapeutique. Notons que sur 5 enfants, 4 garçons sont autistes pour une fille et une personne sur 150 dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Une délégation de l'Agence française de développement et de l'Office ivoirien des parcs et réserves était en visite de terrain au parc national d'Azagny. Le but de cette visite, s'assurer de la bonne exécution du projet gestion du parc. Jean-Jacques Degny. Ce projet s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement entre la France et la Côte d'Ivoire. Un projet qui vise le parc national d'Azagny et celui du Mont-Sanglé avec un plan de développement qui apportera un appui aux communautés vivantes autour de ces parcs. L'Agence française de développement a choisi le parc national d'Azagny pour toucher du doigt les réalités du terrain. Pour le directeur général de l'Agence française de développement, Bruno Leclerc, il a été question pour le développement de l'AFD de s'assurer de la bonne exécution du projet de gestion intégrée des aires protégées dont fait partie le parc national d'Azagny. Notons que le parc d'Azagny est situé dans la zone côtière dans la région des Grands Ponts en Côte d'Ivoire avec une superficie de 22 000 hectares. L'OIPR projette de faire de ce parc un véritable pôle touristique après le projet de réhabilitation. Une page se tourne en Afrique du Sud. Winnie Madikizela Mandela, l'ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, est décédée à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie ce lundi 2 avril 2018 dans un hôpital de Johannesburg. Ibo Marius. Né en septembre 1936 dans un village du Transkei, en pays Xhosa, Winnie Madikizela Mandela, qui a perdu très tôt sa mère, s'est retrouvée à Johannesburg pour terminer ses études. Elle fut la première assistante sociale noire de l'Afrique du Sud dans ce qui était déjà l'apartheid, instauré en 1948. En 1958, elle rencontre Nelson Mandela, divorcé, qu'il épouse au mois de juin de la même année. Le
couple vit dans une modeste maison de briques à Soweto. Le massacre de Shapperville en 1960 la privera un an plus tard de la présence de son mari, contraint à la clandestinité puis à la prison à vie au bagne de Robben Island où elle lui rend visite. À Brentford, Winnie Mandela commence à prendre sa revanche. Visiteurs, chèques et cadeaux affluent du monde entier. Elle accueille les journalistes étrangers et devient le prolongement physique de son mari, même si elle ne parvient pas encore à s'imposer dans les structures internes de l'ANC. En 1984, elle a le droit pour la première fois d'embrasser Nelson qu'elle n'a pas touché depuis 21 ans. Il a 66 ans et elle 48. S'estimant être un centre de pouvoir, elle s'entoure de jeunes qui forment une milice, le Mandela United Football Club, à qui plusieurs meurtres sont imputés. Nommée ministre déléguée en 1994, elle est limogée en 1995 pour indiscipline. Elle entretient à cette époque une liaison orageuse avec un jeune avocat, Deli Mpofu, pressé par son parti et ses amis de procéder au divorce. Nelson Mandela s'y résout en 1996 pour infidélité de son épouse. En avril 2003, Winnie Madikizela Mandela avait dû démissionner de toutes ses fonctions politiques, ce qui ne l'avait pas empêché de faire son retour en 2009. Forte tête et rompue au jeu politique en Afrique du Sud, Winnie Mandela s'est éteinte à 81 ans le lundi 2 avril 2018 des suites d'une longue maladie. Israël a décidé de suspendre sa collaboration avec le Haut Commissariat des réfugiés sur le dossier des migrants africains. Benjamin Netanyahou entend trouver une autre voie de solution en remplacement de l'accord visant à réinstaller certains migrants dans des pays occidentaux. Israël a annulé lundi son projet controversé d'expulsion de migrants africains. Selon les autorités, un accord avec l'ONU a été signé qui permettrait la réinstallation de certains d'entre eux dans des pays occidentaux. Dans un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, il est précisé que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Israël sont parvenus à un accord permettant le départ d'au moins 16 250 migrants africains vers des pays occidentaux. Concernant ceux qui resteront sur place, Tel Aviv s'est engagé à régler leur statut. Ces dernières semaines, les manifestations s'étaient multipliées contre le projet du gouvernement qui planifiait de laisser le choix aux migrants, l'expulsion vers leur pays d'origine ou la prison. Selon le ministère de l'Intérieur, 42 000 migrants principalement originaires du Soudan et d'Érythrée sont entrés en Israël depuis 2007. Ce plan retire en tout cas une épine du pied de Benjamin Netanyahou. Ne pouvant pas envoyer les migrants vers l'Érythrée, pays qu'il a lui-même jugé dangereux, il aurait dû les renvoyer vers des pays tiers. Une politique très dure envers les immigrés que le Premier ministre assume complètement auprès de son électorat. En septembre 2017, lors d'une visite d'un quartier pauvre de Tel Aviv, il avait estimé qu'ils s'étaient tous infiltrés illégalement, évoquant la souffrance des Israéliens face à ce flux migratoire. Le parquet allemand s'est dit favorable mardi à l'extradition vers l'Espagne de l'ex-président catalan. L'indépendantiste Carles Puigdemont, détenu en Allemagne depuis le 25 mars, le procureur général allemand se dit compétent sur ce dossier. Deux chefs d'inculpation de Madrid, notamment la rébellion et le détournement de fonds, ont été retenus à l'encontre du leader indépendantiste. Mauvaise nouvelle pour l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont. Le parquet allemand s'est dit favorable à l'extradition de l'ex-président de la Catalogne vers l'Espagne après avoir reconnu la validité des deux chefs d'inculpation de Madrid, rébellion et détournement de fonds. Mais attention, la décision finale devra être prise par une cour allemande compétente dans les jours à venir. Carles Puigdemont est incarcéré en Allemagne à Neumünster depuis le 25 mars. Il avait été arrêté à la frontière germano-danoise à son retour de Finlande après l'émission d'un nouveau mandat d'arrêt international par le gouvernement espagnol. Puigdemont était installé en Belgique depuis 5 mois. Terminons cette édition en sport. Ruth Gbagbi décroche pour la 4e fois la médaille d'or au championnat d'Afrique de taekwondo qui ont eu lieu du 28 au 30 mars dernier à Agadir au Maroc. Ange Série. La taekwondoïne ivoirienne Ruth Gbagbi a remporté sa 4e médaille d'or au championnat d'Afrique de taekwondo
L'Ivoirienne a battu son adversaire égyptienne 13-8 et hisse le drapeau ivoirien dans le ciel marocain. Au classement des médailles, le Maroc, le pays hôte, a décroché 16 médailles, dont 6 en or. La Côte d'Ivoire sort de cette compétition avec 7 médailles. Le Niger, quant à lui, a raflé 5 médailles, dont 3 en argent. Et la Tunisie a glané 5 médailles suite à la victoire de Edine Fati dans la catégorie des 58 kg sur l'Égyptien Mohamed Faraj. Notons que ce championnat d'Afrique s'est joué du 28 au 30 mars à Agadir, au Maroc. Les quarts de finale de la Champions League se jouent en ce moment. À suivre les rencontres Juventus, Real de Madrid et FC Séville, Bayern de Munich. Restons avec Henri Série pour le commentaire. Cette finale avant l'heure sonne comme un goût de revanche pour la Juventus de Turin, battue l'an dernier en finale de la Champions League par le Real Madrid 4-1. Ce mardi, en quart de finale aller, les Italiens leaders incontestés de Serie A avec 78 points doivent oublier cette débâcle et mettre toutes les armes de leur côté pour passer le cap des quarts de finale, puisqu'en face, le adversaire madrilène semble renaître de ses cendres après un début assez difficile. Mais attention à ne pas tomber dans le piège fixé par les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui ont surpris le Paris Saint-Germain en 8e de finale en s'imposant à l'aller comme au retour. Le FC Séville, 7e de Liga et grand tombeur de Manchester United au tour précédent, sera confronté à un géant de la Bundesliga, le Bayern de Munich. Avantage pour les Bavarois qui ont raflé à 5 reprises la coupe aux grandes oreilles et 27 fois le championnat allemand. Le lendemain mercredi, dans le derby 100% anglais, les Reds de Liverpool recevront les Sky Blues de Manchester City et le Barça accueillera au Camp Nou les Italiens de l'AS Rome. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et retenons pour nous séparer ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Que Dieu vous bénisse. Shalom.